Bonsoir à tous, je vous remercie d'être présents ce soir pour ce meeting, dans le cadre des régionales, la France plein sud, la liste menée par Marion Maréchal-Le Pen, et dont la tête de liste des Bouches-du-Rhône est Stéphane Ravier. Il nous fait le plaisir d'être là ce soir. Donc certains me connaissent, d'autres pas. Je vais me présenter. Donc je suis Emmanuel Foucard, je suis secrétaire de section pour Martigues et je suis conseiller municipal et conseiller communautaire à la Capelle. Je vous remercie donc d'être là et je remercie surtout Stéphane Ravier d'être présent ce soir. Donc nous sommes le 6 novembre, nous sommes juste à un mois du premier tour. Et là, c'est la dernière course pour la réussite. Nous sommes, d'après les sondages, en tête, mais les sondages, ça ne fait pas tout. C'est le travail sur le terrain. Donc déjà, je remercie les militants qui sont, pour la plupart ici, de leur travail. Mais il faut encore aller plus loin. Il va encore avoir du travail. Et donc, il va nous falloir encore œuvrer. Et le point le plus important, ce sont les bureaux de vote. Il faut pouvoir couvrir tous les bureaux de vote. Chaque bureau doit être couvert. Donc là, je lance un appel à ceux qui sont présents de s'inscrire. Vous allez être contactés et inscrivez-vous pour garder ces bureaux de vote. Ça dure une journée. Bon, pour nous, ça se termine à 18 h. C'est la fermeture des bureaux de vote. Mais c'est l'essentiel parce que si on veut gagner, il faut garder ces bureaux de vote. Donc, sans plus attendre, puisque l'important, c'est quand même le discours de Stéphane. Donc, je vais vous demander de l'accueillir chaleureusement. Bien, merci Emmanuel Foucard. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, ils vont apprendre à le connaître, puisqu'il est désormais celui qui assurera, en plus d'une position sur la liste, la 15e place, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, parce que nous avons présenté la liste il y a 2 heures environ, devant une foule de journalistes. Et deux. Mais bon, les journalistes communiquent entre eux, je n'en doute pas. Parce que la liste que j'ai l'honneur de conduire et qui est donc composée de 51 candidates et candidats, comme le rapportait Emmanuel, est quand même la liste La France plein sud est actuellement donnée en tête dans les instituts, par les instituts de sondage, y compris par les études du ministère de l'Intérieur, vous savez, ces services de police qui n'existent plus, qui ont des grandes oreilles, mais qui existent encore un petit peu quand même, et qui rapportaient, il y a déjà quelques semaines, le fait que la liste Front National menée par Marion, et précisément dans les Bouches-du-Rhône, était en tête, non seulement au premier tour, mais également au second. Alors, ça aurait dû quand même aiguiser la curiosité de nos amis de la presse, avec les subventions qu'elle reçoit de la part des contribuables. Je pense que la moindre des choses aurait été qu'elle couvre cet événement, certes pas mondial, mais régional. Eh bien, ma foi, nous n'avons pas eu l'honneur de recevoir beaucoup de journalistes. Mais bon, écoutez, peu importe la quantité, il y aura sûrement eu la qualité, et l'info sera d'une manière ou d'une autre diffusée par nos propres moyens de communication. Alors voilà, Emmanuel a cette responsabilité désormais que d'organiser la campagne de terrain qui va effectivement jusqu'à cet ultime acte militant qui est le dernier, mais qui est en réalité celui qui conditionne ou qui assure tout ce qui aura pu être fait avant. Il ne sert à rien d'aller distribuer des tracts, coller des affiches, les visiter les commerçants, etc.
si l'on n'assure pas le vote le dimanche 6, donc pile dans un mois, et qui plus est, dès le 6 et le 13, parce que nous avons affaire à des gens qui sont dos au mur. Encore une fois, ils sont prêts à tout, et par le militant d'expérience, comme il y en a beaucoup ici, qui vous confirmeront que le jour du vote, c'est le jour le moins démocratique de l'année. Ça y va à la manœuvre, tout est bon pour empêcher le vote démocratique, pour le coup, et pour que les suffrages des électeurs soient respectés, leurs choix soient respectés. 3 voix volées par-ci, 5 voix par-là. À Marseille, il y a déjà 440 bureaux de vote. Ne serait-ce que 5 voix, 10 voix à Marseille, et puis sur le département, 5-10 voix, c'est le minimum. Hein. Voilà, vous multipliez ça par le nombre de bureaux sur le plan régional, et puis puisque l'on nous annonce une victoire, mais très serrée, eh bien de la victoire, vous passez à la défaite, parce que vous n'avez pas surveillé, parce que c'est le mot juste, surveiller les bureaux de vote. Voilà, d'habitude j'en parle en fin d'intervention, là c'est au début, parce qu'en fin d'intervention ça fait 1h30, 2 heures que je parle, et plus personne ne m'écoute, donc cette fois je le dis en début de mon intervention, de manière à ce que vraiment, si vous avez un effort à fournir pendant cette campagne, si vous avez quelques heures à consacrer à Marion, je sais, ce sont 2 dimanches, quelques jours avant Noël, ça c'est encore un coup du Père François, hein, j'en ai rêvé, Hollande l'a fait, les élections au mois de décembre, il fallait quand même oser. Bon, vous n'irez pas à la plage, donc ça c'est certain, et vous pourrez peut-être sacrifier, entre guillemets, parce que lorsqu'au soir du second tour, l'on annoncera la victoire de nos listes, je vous garantis qu'il n'y a plus aucun sacrifice, il n'y a plus aucune fatigue, tout ça est vite balayé par la joie d'avoir remporté la victoire, comme on a pu le vivre à Marseille, dans les 13e et 14e arrondissements au mois de mars 2014, comme on a pu le vivre à Fréjus et dans toutes ces villes que nous avons réussi à conquérir. Il ne sera pas non plus question d'utiliser l'argent public pour arroser les associations bidons, et qui ont conduit une certaine Sylvie Andrieux, mais je crois qu'on en avait parlé ici la fois dernière, une certaine Sylvie Andrieux a assuré sa réélection en utilisant près de 800 000 euros de l'argent du contribuable de cette région pour arroser des associations bidons qui, le moment venu, puisqu'à la tête de ces associations il y avait quelques petits caïds de cité, et qui avait justement une influence sur bon nombre d'électeurs des cités marseillaises et de sa circonscription en particulier, pour permettre à cette rose qui a poussé sur du purin et qui en a l'odeur, eh bien de pouvoir retrouver son siège à l'Assemblée nationale, où elle siège toujours, même après avoir été condamnée. En première instance, elle a fait appel, condamnation aggravée en appel, 1 an de prison ferme. 1 an de prison ferme, mais elle est toujours députée, car son dossier est entre les mains des juges de la Cour de cassation, qui n'ont toujours pas rendu leur décision. Alors, Madame Andrieux, vous pouvez toujours la voir dans les quartiers à Marseille, elle parade, tout de fuchsia vêtue. Si vous ne voulez pas la voir, ce n'est pas possible, elle se montre, elle n'a pas honte. Et voilà ce qu'a donné, ce qu'ont donné la gestion socialiste. Je ne vous parle pas de l'époque où il y avait une certaine Samia Ghali. Samia Ghali, pour laquelle, et c'est curieux que aucun juge ne s'y soit intéressé, ni enquêteur, ni même Mars Actu, qu'on connaît bien à Marseille, lorsqu'il s'est agi de l'affaire Andrieux, et que celui qui a été, interrogé, et qui était le secrétaire général du groupe socialiste au Conseil régional, un certain Roland Balalas, et qui était la cheville ouvrière du système Andrieux, et qui a tout lâché à un moment donné, qui a tout avoué, a quand même fait savoir dans ses déclarations qu'en ce qui concernait Madame Ghali, elle n'était pas concernée par ce réseau d'Andrieux, parce qu'elle avait sa propre source de financement. Elle avait sa propre source de financement, et
Ça n'a pas manifestement beaucoup intéressé les fins limiers qui aujourd'hui s'acharnent du côté du parc de Montretout. Enfin bon, c'est comme ça. Donc ce système-là, bien sûr, il n'est plus question d'y avoir recours, et c'est bien ce qui affole celles et ceux qui en sont, encore pour quelques jours, à sa tête. Nous renverserons la table, nous ne ferons pas table rase du passé, hein. Nous laissons ça aux amis de M. Bernardini, et surtout au maire de Martigues. C'est une expression chère aux communistes, ça, nous, le passé, nous ne l'oublions pas, et nous en tirons les meilleures leçons. Et la leçon qui veut que le Conseil régional s'est en réalité très peu intéressé au monde économique, et n'a investi qu'une centaine de millions d'euros par an dans le monde de l'entreprise. C'est un chiffre que nous multiplierons, nous, par 5 à la fin de la mandature. Je crois que tout démontre au cours de cette campagne que la volonté de changement, pas simplement des militants, des électeurs historiques du Front National, mais bien au-delà. Lorsque vous avez la chance, en ce qui me concerne, la chance et le devoir d'accompagner Marion sur le terrain, comme j'ai pu le faire encore il y a quelques jours, et que vous allez à la rencontre des agriculteurs, des riziculteurs, que vous vous rendez à Marseille au salon des entrepreneurs, parce qu'il paraît que le Front National, lui, trouve porte close devant les chefs d'entreprise, que nous ne sommes pas pris au sérieux. Je peux vous dire que Marion, et comme elle l'a été encore il y a quelques jours à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, pour avoir été auditionnée par ces pontes-là, il y a quand même, de toute évidence, une situation et une atmosphère qui changent. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, la Chambre de commerce et d'industrie à Marseille, le Front National, c'était... mais même pas en rêve. Même pas en rêve. Alors, je veux bien que Marion a des arguments que je n'ai pas. C'est vrai que je n'ai pas les cheveux aussi longs qu'elle. J'ai beau essayer de les faire pousser, ça n'aura pas le même effet. Mais au-delà de la personne, parce que justement, ça ne se résume pas à son enveloppe, il y a évidemment un contenu, il y a une volonté de faire connaître nos propositions, et elle est accueillie, avec la présence de la presse, pour le coup, avec, j'allais dire, toute la courtoisie républicaine, un élément, une attitude auquel nous n'étions pas habitués. À partir du moment où la Chambre de commerce et d'industrie, qui est quand même un pilier du système, hein, et qui ne s'adresse qu'aux décideurs, à ceux qui peuvent aider l'entreprise, à partir du moment où cela, où le syndicat des agriculteurs, où elle a été reçue hier à Aix-en-Provence, la reçoit également, à partir du moment où des représentants du monde de l'high-tech, la French Tech, basée en partie à la Technopole de Château-Gombert dans le 13e arrondissement de Marseille, souhaitent la rencontrer. Lorsque l'on constate que l'association marseillaise Terre de Commerce, qui rassemble beaucoup de commerçants, de petits commerces, accepte bien volontiers de la rencontrer. Ce sont des signaux qui sont quand même assez parlants. Ces représentants du système, comme encore une fois la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, qui ouvre ses portes à Marion Maréchal Le Pen, qui la reçoit sympathiquement, on se dit que les sondages ne sont pas loin de la réalité. Et qu'on s'intéresse à ces propositions, de permettre aux entreprises d'être aidées financièrement par la région, avec une aide financière justement sur un temps réduit, parce que beaucoup d'entreprises ferment leurs portes, parce qu'elles ont un carnet de commandes plein, ou en tout cas chargé, mais elles n'ont pas de trésorerie disponible. Bon, ben ça, Marion Maréchal Le Pen leur a expliqué qu'avec la région c'était possible, qu'il y aurait un guichet unique pour simplifier les demandes d'aide et de subventions. Voilà, on écoute avec intérêt, ce qui montre bien encore une fois, que la victoire est possible. Alors, tous ces éléments, je regarde l'heure, hein, parce que pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que quand je dis que je peux parler 1h30, 2 heures, je blague pas. Mais je vais me restreindre quand même.
je vais me faire violence. Tous ces éléments, j'allais dire techniques, que de mettre en place une nouvelle orientation économique, de mettre en place des garde-fous, de mettre en place une volonté politique pour agir sur les lycées, sur les transports, notamment les TER. Alors, nous savons que là, nous avons été pris de court par Christian Estrosi, qui a trouvé la recette miracle pour assurer la sécurité dans les TER. C'est donc de faire passer tous les passagers au rayon X. Vous l'avez peut-être entendu comme moi à l'occasion du débat sur iTélé, je crois, il y a quelques semaines. Alors les soutiens des 4 candidats étaient, pas parqués, mais réunis dans une salle à côté. Heureusement que nous n'étions pas, vous savez, comme dans certaines émissions, vous avez le public, les soutiens qui sont derrière les candidats. Heureusement que ça n'a pas été le cas. Parce que dans la salle, lorsque Estrosi a sorti son histoire de rayon X, éclat de rire général. Mais éclat de rire. Je pense même avoir entendu des rires venant du camp d'Estrosi. C'était tellement énorme. Et alors aujourd'hui, il nous en a sorti une autre, pendant que j'y pense. J'en ai rêvé, enfin j'en ai pas rêvé, parce que des choses comme ça, il n'y a qu'Estrosi pour sortir des trucs pareils. Alors, il n'aime pas du tout le mot PACA. C'est pas un mot, c'est un acronyme, mais il n'aime tellement pas ça. Eh bien, il va interdire l'emploi du terme PACA et il a même projeté de verbaliser ceux qui utiliseront ce terme. De verbaliser. C'est plus facile de verbaliser celui qui va dire PACA que d'aller appréhender celui qui agresse la mamie, celui qui fait le chouf, celui qui vend la drogue dans les cités. Voilà, donc la deuxième mesure de Christian Estrosi en matière de lutte contre l'insécurité, verbale, du vocabulaire, c'est donc de mettre une amende à ceux qui auront utilisé le mot PACA. Voilà, donc, et puis les rayons X. Hein, donc si vous avez un train à prendre à 9 h du matin, il faudra arriver en gare à 5 h. Tout le monde passe au rayon X, déjà que les TER sont constamment en retard, il faudra prendre le train le jour pour le lendemain. Enfin, et je vous garantis que tout le monde a rigolé. Et quand il est sorti du studio pour rejoindre la salle, sincèrement, c'est pas parce qu'on est entre nous, hein, il tirait la gueule. Il tirait la gueule parce qu'il sentait bien qu'il avait été tel qu'il est en réalité, quoi, mauvais. Et mauvais. Moi, je ne veux pas faire le procès parce qu'on a tous la tête qu'on a, mais quand il parle, on dirait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui essaye de sortir et qui pousse, et quand il parle, on sent bien qu'il n'y croit pas. On sent bien qu'il n'y croit pas, qu'il récite ce que ses conseillers politiques, ou ses conseillers plutôt en communication lui ont demandé d'exprimer, mais bon, ça ne vient pas des tripes, quoi. Et ce soir-là, il a été d'un ridicule. D'ailleurs, le lendemain, le journaliste du Monde, donc on ne peut pas suspecter d'être un proche du Front National, Estrosi a la peine derrière Marion Maréchal Le Pen. Ces différences fondamentales dans l'approche d'une gestion de tout ce qui est du quotidien des habitants de cette région. C'est faisable aujourd'hui, c'est faisable encore dans 5 ans, ou dans 6 ans. On peut encore inverser une politique économique, on peut inverser une politique sociale, on peut annuler une politique de subventionnite aiguë pour les copains dans 6 ans. On aura gaspillé de l'argent, mais ça sera encore possible. Il est un domaine pour lequel il faut agir dès le 6 et le 13 décembre. En remportant cette région, même si ce n'est pas vraiment, ça ne fait pas partie de ses prérogatives, c'est évidemment le phénomène de l'immigration. D'une immigration qui prend aujourd'hui, de façon très officielle, très claire, l'apparence, même la réalité d'une véritable invasion. Le Figaro, bon, c'est pas le plus éloigné de nos thèses, mais qui est évidemment l'organe quasi officiel de l'UMP, enfin de LR, titre
titré il y a quelques jours, en première page, « Les Balkans submergés par les réfugiés ». Vous avez tous compris que le mot « réfugié » est le terme obligatoire, après être passé à la moulinette du politiquement correct, parce qu'à la base, ce sont des clandestins. Ce sont des clandestins. Bon, je crois que la mairie d'Istres en a accueilli une quarantaine, qui sont 30, 40, 38 plus 2, ça fait bien 40. Donc, un Érythréen, des Soudanais, oui. Voilà, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec des réfugiés qui fuient la guerre en Syrie, tout ça. Et une seule femme, ils viennent de Calais. Voilà, donc voilà ce que vous a concocté le généreux maire d'Istres à son niveau, en attendant les suivants. Parce que nous sommes là vraiment devant un phénomène d'accélération de ce processus d'immigration massive. Plus personne ne contrôle, plus rien. Et ceux qui veulent encore contrôler quelque chose en Europe centrale sont évidemment conspués, mis à l'index, largement critiqués par la communauté internationale et par François Hollande en particulier, à ceci près quand même que Madame Merkel, qui avait annoncé très tôt, un peu trop vite, que son pays était favorable à accueillir près de 800 000 réfugiés. Pourquoi pas, hein, 900, après tout, j'allais dire c'est son problème. Oui et non. Une fois qu'ils sont en Allemagne, une fois qu'ils sont régularisés, ils peuvent ensuite aller sur l'ensemble du territoire Schengen. Et je crois qu'en France, quand même, on est pas mal traité quand l'on est étranger, voire même quand on est clandestin. On est mieux traité qu'un agriculteur qui a travaillé toute sa vie, d'ailleurs. Bien, mais Mme Merkel, quand même, à partir du principe de réalité, quand elle a vu, quand on débarquait à Munich, près de 16 000, c'est encore loin des 800 000, 16 000 clandestins, enfin réfugiés, elle a dit, halte au feu, on ferme les frontières, c'est pas possible, on n'arrivera jamais à gérer, comme quoi c'est possible de fermer les frontières. D'ailleurs, c'est ce que va faire Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Extérieur. Il n'a pas aimé quand je l'ai rebaptisé ministre de l'Extérieur au Sénat, lui qui est si flegmatique, lui qui est si zen, il s'est mis à nous péter un câble, mais à hurler au Sénat, la gauche debout comme un seul homme, à applaudir, parce que j'avais menacé la République, évidemment. Bernard Cazeneuve a fait savoir que pour COP21, là, vous savez, tous ces chefs d'État qui vont venir à Paris, ça va nous coûter un bras. Hein. C'est pas grave, il faut quand même faire la campagne électorale de M. Hollande. Eh bien, comme il y a toutes les huiles, c'est pas vous ça, hein, c'est pas nous, c'est tous les présidents, eh bien, en raison de possibles attentats, de l'insécurité pour ces braves gens, eh bien, il va rétablir les frontières. Je n'exagère pas, hein, ce sont les termes qu'il a employés. Il va rétablir les frontières pour assurer la sécurité des centaines de chefs d'État, de ministres, de premiers ministres qui vont se rendre à Paris d'ici quelques temps. Donc, comme quoi, c'est possible, mais pas pour vous. Pour vous, circuler, il n'y a rien à voir. Il faut continuer à subir l'entrée massive de cette immigration pour laquelle ils ont les plus grandes attentions et pour laquelle ils pensent encore qu'il s'agit d'une chance pour notre pays. Je les pratique, moi, au Sénat. Donc là, la chambre haute. Hein, bon, déjà que... alors vous n'y êtes pas du tout. Hein. C'est pas la chambre basse de l'Assemblée nationale, c'est la chambre haute. Donc ils sont censés être un petit peu plus encore intelligents que les autres, être un peu plus au fait que les autres, être un peu plus sages, pour modérer les ardeurs de l'Assemblée nationale, où c'est toujours beaucoup plus combatif et partisan. Au Sénat, moi je les vois, et mon cher ceci, et mon cher cela, et mon cher sénateur, et quand on présente un rapport
le rapporteur, justement, remercie, c'est l'école des fans, quoi. Hein, c'est le 10 à tout le monde, quelle que soit la couleur politique, on a tous gagné, c'est formidable, on a bien travaillé ensemble, vous voyez. Je vais vous exposer le résultat de ces travaux. Et notamment, et justement, ces travaux sur l'immigration, l'asile et le djihadisme, qui ont occasionné la présentation de plusieurs rapports, et donc de commentaires de la part de mes chers collègues. Moi, je les appelle mes chers collègues, mais eux ne m'appellent pas mes chers collègues. Ils ne m'appellent pas du tout. De toute façon, ils ne m'appellent pas du tout. Mais c'est pas grave. C'est là qu'on se rend compte que l'on ne peut aller que dans le mur. Parce qu'ils sont, paradoxalement, je dirais, coupés des réalités que les services administratifs, que les hauts fonctionnaires leur ont mis pourtant sous les yeux. Pour proposer des lois, pour modifier des lois, eh bien, ils se basent sur des travaux, des rapports réalisés par des hauts fonctionnaires, et qui sont censés être allés sur le terrain, avoir récupéré des informations, justement, la réalité de ce que vous vivez, de ce que nous vivons. Et justement, c'est la réalité que l'on a sous les yeux, en matière, et encore une fois, des hauts fonctionnaires, du Sénat, de la Chambre haute, que l'on ne peut pas soupçonner d'être des militants du Front National, à la base. Eh bien, ces gens-là nous font... enfin, moi, ils n'ont rien appris. Mais à mes collègues, tant d'extrême gauche que de la droite molle, il est clairement écrit sur les rapports que 91% de l'immigration, ou plutôt que 9% de l'immigration est une immigration de travail. Chiffre officiel, noir sur blanc. Au Sénat, 9% de l'immigration est une immigration de travail. Que seulement 15% des reconduites ou des décisions de reconduite à la frontière ont été effectuées. 15%. Ce qui veut dire qu'il y a 85% de ceux dont on a dit il faut retourner chez vous qui n'y retournent pas. L'on apprend que 95% des déboutés du droit d'asile restent en France. C'est marqué, c'est noir sur blanc. Ce n'est pas le programme ou l'étude du Front National. C'est encore une fois le rapport qui est présenté aux sénateurs. L'on apprend pour les djihadistes, alors là c'est le pompon, quoi. C'est à la fois le pompon ou on touche le fond, ça dépend comment on le voit, que celles et ceux qui sont partis faire le djihad, lorsqu'ils reviennent en France, eh bien ils n'ont en rien abandonné leurs convictions, en rien abandonné leur fanatisme, qu'ils reviennent formés militairement, complètement endoctrinés, et qu'ils ont ici la volonté de faire ce qu'ils ont fait là-bas, et qu'il est très difficile, vraiment je cite quasiment mot pour mot le rapport, et qu'ils adoptent ici une attitude telle qu'il est, pour les services de police, les services de renseignement, très difficile de les identifier, parce qu'ils adoptent une attitude de dissimulation. C'est le terme employé, de dissimulation. C'est-à-dire que vous les croisez dans la rue, ils boivent peut-être le Ricard, enfin peut-être pas quand même, peut-être pas aller jusque-là, mais bon, c'est les bons vivants, a priori l'intégration se fait, il n'y a pas de souci, mais en réalité c'est une méthode de dissimulation appelée la taqiyya. Sans doute un terme arabe, je ne sais pas, je ne vais pas aller feuilleter le dictionnaire. Mais encore une fois, ce sont des rapports extrêmement précis et argumentés. Donc ça, c'est le premier temps. Deuxième temps, ce que vont en tirer comme conclusion les sénateurs. Et alors là vous dites que c'est cuit, quoi. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. Moi, pour avoir critiqué le droit d'asile à la tribune pendant 3 minutes, parce que David Rachlin et moi-même, nous n'avons droit qu'à 3 minutes. Un sénateur LR, c'est pas une lettre recommandée, c'est les Républicains, je regagnais ma place, il était fissuré, rouge comme le fauteuil de rage, en me hurlant dessus, chemise brune, chemise brune. Ça se voit qu'il n'a pas vécu cette époque.
Et je n'avais qu'émis l'idée, à un moment donné, qu'il fallait réformer ce système et qui veut que 90% des déboutés restent en France. C'est quand même quelque chose qui tourne pas rond. Rien que ça les rend dingues. Alors, je n'évoque même pas l'extrême gauche ou la gauche. Notre collègue, celui-là on peut l'appeler collègue, c'est un non-inscrit comme nous, le sénateur Masson, vous avez peut-être entendu parler, à l'occasion du vote sur la loi des étrangers, des droits des étrangers en France. Il faut dire qu'on en a bavé quand même, hein, parce qu'à la tribune est passée Madame Assassi, du Front de Gauche, est passée Madame Benbassa. Non, mais vraiment, je ne souhaite pas mon pire ennemi. Que d'écouter Madame Benbassa pendant 10 minutes à la tribune du Sénat, c'est une souffrance, quoi. C'est un défi. C'est vraiment toute la logorée mondialiste, internationaliste, tout ce qui est national, tout ce qui est enraciné, l'horrifie. Pour elle, c'est absolument insupportable. Donc elle est vraiment le porte-étendard de l'immigration massive. Et après avoir écouté, avoir dû subir ces discours, il y avait le père Masson qui était sur son fauteuil, parce qu'il est assis à côté de nous. Je suis assis, il y a David, et il y a monsieur Masson. Il faisait des bonds dans son fauteuil, en entendant les discours. Il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus parce qu'on nous répétait, oui, ces étrangers, Pierre et Marie Curie, enfin, nous sont toujours les mêmes, hein. Sont toujours la même. Mais tant mieux que nous ayons eu Pierre et Marie Curie, que nous ayons eu d'éminents savants qui, grâce à la France, ont pu quand même s'exprimer et ont pu avoir la carrière qu'ils ont obtenue. Parce que si la France a eu la chance de les avoir, ils ont quand même eu la chance de venir en France et d'être accueillis. Eh bien, le père Masson, il s'est levé, il est allé à la tribune, mais alors sans discours, sans rien, et il a sorti ce qu'il avait sur le cœur. Que l'immigration d'autrefois, c'est pas l'immigration d'aujourd'hui. Que l'immigration européenne, c'est pas l'immigration que l'immigration d'aujourd'hui n'est plus de la même nature. Que celles et ceux qui viennent aujourd'hui chez nous, ce n'est pas pour s'intégrer, mais pour installer chez nous les coutumes qu'ils refusent finalement d'abandonner et qu'ils ont quitté en quittant leur pays d'origine, etc., etc. Enfin, il a parlé vrai. Il a exprimé ce que nous vivons au quotidien. Il y a la rue de Vaugirard, et puis il y a la réalité. Et cette réalité-là, les sénateurs, comme les députés, soit ils ne la vivent pas, soit ils ne vont jamais au Stade de France, ils montent dans le taxi, ils vont directement à Roissy ou à la gare de Lyon, sans voir ce qui se passe autour, ils ont la tête sur leur tablette ou je ne sais trop quoi, parce que dans l'hémicycle, eh bien, ils continuent à défendre ce qui est désormais, à mon avis, depuis longtemps, l'indéfendable. L'indéfendable. Parce que se traduit évidemment des problèmes de finances, parce que tous ces gens-là, je vous rassure, à part les quelques tantes, ils sont logés. Ils mangent tous les jours. Les enfants vont à l'école. Et pourtant, ils n'ont pas de travail, puisqu'il n'y a que 9% de ces gens-là qui ont un travail. Donc ils sont assistés. S'ils sont assistés, c'est qu'il y a quelqu'un qui paye. C'est vous. Bon. Et puis, il y a des conséquences sur la sécurité. Là aussi, c'est assez révélateur que de les entendre mes collègues défendre, là encore, le délinquant et le criminel, et de pointer du doigt la police, de critiquer la police qui a perdu 900 hommes entre 1996 et 2015, 900 qui se sont suicidés. N'allez pas chercher dans les discours de nos adversaires un quelconque apitoiement, ou ne serait-ce qu'un souvenir, qu'un devoir de mémoire pour les policiers. Non, on va se pencher sur le délinquant pour lequel il faut encore apporter de l'aide, un soutien, qui serait finalement une victime de la société. 900 policiers qui se sont suicidés en quelques années, et aussi ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de ce phénomène, en particulier, parce qu'ils le vivent au quotidien. Ces individus qui n'ont pas de papier, pas d'emploi,
qui, encore une fois, vivent tous les jours et qui sont dans la violence quotidienne envers nos compatriotes et envers la police elle-même. Donc ce phénomène, je sais que ça n'a pas grand-chose à voir avec la région. La région n'a pas de prérogative, encore que, lorsque la région finance la production de crevettes au Sénégal, c'est ça, Madame Bell, la production de crevettes au Sénégal, c'est bien au Sénégal? Voilà. Lorsqu'elle finance ce genre de projet, eh bien c'est de l'argent qui va ailleurs, qui va aux autres plutôt qu'aux nôtres. Hein, parce que la région actuellement, c'est une région qui applique les droits de l'autre plutôt que le droit des nôtres. Les autres d'abord, le lointain d'abord plutôt que son prochain. Bon, et 3 millions d'euros de débloqués pour les réfugiés. 3 millions d'euros de débloqués au moment même où nos compatriotes des Alpes-Maritimes, je ne vous parle même pas des agriculteurs, eh bien, subissaient les caprices ou les foudres de la météo. Eh bien, M. Vauzel a débloqué 3 millions. Alors, il a débloqué un peu quand même, il faut quand même être juste. Il a débloqué de l'argent ensuite pour les habitants et ces villes qui ont souffert de ces intempéries. Mais il y a quand même 3 millions d'euros qu'il a préféré donner aux autres, plutôt qu'aux nôtres. Donc, lorsqu'il subventionne toutes ces associations immigrationnistes qui aident les clandestins, dans leur démarche pour obtenir des papiers ou simplement pour ne pas être expulsés, eh bien la région a quand même une influence dans ce domaine. Il est donc urgent de se servir de ce moyen, de cet outil qu'est la région, région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je ne voudrais pas être le premier à subir, à être verbalisé par le commissaire politique Estrosi, mais bon, comme il ne gagnera pas la région, on a peu de risque d'être verbalisé. La région, ses prérogatives, les transports, les lycées, l'aménagement du territoire, l'emploi, bien sûr que Marion et son équipe eh bien, feront bien mieux, vous allez me dire c'est pas difficile, bien mieux que Vauzel et son équipe. 16 ans à la tête de la région pour une dette de 2 milliards d'euros. Alors Estrosi c'est pareil, hein. Il n'y a pas là de différence entre l'un et l'autre. Partout où Estrosi est passé, les dettes ont explosé. D'ailleurs, il ne le nie pas. Il essaye de mettre ça sous le tapis, mais bon, nous, comme on fait le ménage à fond, on se rend bien compte que l'un comme l'autre sont des gestions. C'est ça qui est quand même assez extraordinaire. C'est que ces gens-là nous répètent à longueur d'année que nous ne sommes pas capables, que nous ne sommes pas sérieux, que nous n'avons aucune légitimité pour gérer quoi que ce soit. Alors que dans le même temps, alors qu'en réalité, les maires, c'est vrai que nous n'en avons qu'une douzaine, mais des villes de moyenne importance, mais d'importance quand même, eh bien, cela fait 2 ans que nos amis sont aux commandes. Moi, vous le savez, je suis un maire Canada Dry. Je n'ai pas beaucoup de pouvoir, donc on ne peut pas juger vraiment sur la gestion de la mairie des 13e et 14e arrondissements. Mais nos amis de Fréjus, d'Hénin-Beaumont et autres ont démontré depuis 2 ans, car ils sont scrutés à la loupe, par nos adversaires, qu'ils savaient faire et mieux faire, beaucoup mieux faire que les autres. Mais c'est au niveau simplement municipal pour l'instant. C'est vrai que ça a quand même décomplexé pas mal de nos compatriotes. La région, 2 milliards de dettes, mais quand même 2 milliards de budget. Monsieur Estrosi nous dit que nous ne serions pas capables de gérer, que nous n'avons pas les capacités, alors que lui et ses amis de l'UMP et des socialistes ont démontré toute leur nocivité. Ils ont démontré à quel point ils étaient nuls. Ils ne sont pas nuls uniquement dans un seul domaine, ils sont nuls dans tous les domaines et à tous les niveaux. Municipal, régional, national. Je rappelle très brièvement que Christian Estrosi
a été ministre de Nicolas Sarkozy, et que ministre de l'Industrie. Et il affirme, mais alors, les yeux dans les yeux, qu'il a créé de l'emploi. Il faut avoir les reins solides pour sortir des trucs pareils. Alors que l'industrie en France n'existe quasiment plus, eh bien, à force de répéter un mensonge, ça peut devenir une vérité. Heureusement que nous sommes là pour rappeler que la gestion UMP, tant au niveau national que local, est une catastrophe. Les chiffres sont là. Alors, nous n'avons aucun espèce de complexe à avoir vis-à-vis de ces gens-là. Sur ce plan technique, je dirais, vous savez, le politique, il donne une direction, il donne le là. C'est ensuite l'administratif qui va mettre en place et qui connaît les lois, qui connaît les règlements et qui va se caler par rapport à ce que le politique lui a demandé de faire. Jean-Claude Gaudin, il est maire de la deuxième ville de France, ça dépend en quoi, là, c'est la capitale du crime, hein, ça vient d'être... c'est les Bouches-du-Rhône qui sont la capitale du crime. Marseille qui croule sous les dettes, Marseille qui croule sous le communautarisme, sous l'immigration massive et l'insécurité, n'a pas de leçon à nous donner. Bon, eh bien, il est maire, il est député, il est sénateur, il n'a qu'un diplôme de professeur d'histoire-géographie. Il n'a pas fait non plus des écoles, c'est peut-être pour ça que c'est une catastrophe, mais... les politiques qui sont autour de lui sont des beaux parleurs, ils ont des idées, ils les font appliquer par l'administratif. Bon, moi, ce que je voudrais, vous êtes convaincus, mais je voudrais que vous fassiez passer ce message auprès de nos compatriotes qui, pour certains, vont encore vous dire, mais est-ce que vous serez capable de gérer? Nous donnerons le là, nous donnerons la ligne, et les administratifs, qui sont là pour ça, eh bien, mettront en place concrètement les décisions qui auront été les nôtres. Et ça marche dans les mairies. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas dans les régions. De gagner cette région, c'est pas, je vais dire, un détail. C'est pas un épisode, une victoire de plus à inscrire sur notre livre d'or. Cela va nous permettre, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, où là, c'est le feu, c'est le feu. Il y a eu toutes les combinaisons possibles, en duel, en triangulaire, avec le soutien de la gauche à Xavier Bertrand. Il n'y a pas moyen de faire en sorte que Marine Le Pen ne gagne pas cette élection. Elle est donnée gagnante dans tous les scénarios. Ça arrache les cheveux. Donc moi, et la situation est extrêmement tendue. Sur le plan de l'emploi, de la sécurité, de l'identité, et de la radicalité, parce que le phénomène de l'immigration est en train d'exploser et de développer pas seulement des cellules, mais des quartiers entiers, hein, qui sont coupés de fameuses lois républicaines, du fameux vivre ensemble. Il est donc désormais urgent de remporter la victoire. Nous n'avons plus le temps, c'est le cas de le dire, ça tombe bien, nous n'avons plus le temps de nous contenter de gagner 10 élus par-ci, 5 élus par-là. C'est bon, on va avoir une opposition avec 30 élus, on va pouvoir nous entendre. Tiens, mon œil, vous êtes dans l'opposition, vous avez le droit juste de... Ah, c'est fini, on n'a plus le temps pour ça. On l'a fait encore pendant ces 6 années au Conseil régional. Alors, grâce aux outils de communication, Facebook, etc., on peut faire passer nos interventions. Elles sont écoutées, elles sont regardées, mais il ne suffit plus d'avoir l'action de la salive, il faut avoir l'action tout court. Il nous faut désormais passer des micros aux manettes, parce que nous sommes là vraiment à la croisée des chemins. Nous n'avons rien à attendre, bien sûr, de la gauche, qui, comme en 40, collabore allègrement, et nous n'avons absolument rien à attendre de cette fausse droite, qui a démontré qu'elle aussi, et elle peut-être surtout, dépose les armes très rapidement une fois qu'elle a été élue. On a entendu
Nicolas Sarkozy nous sortir un discours et des propositions musclées sur l'autorité de l'État, la sécurité. Je rappelle quand même qu'il a été président pendant 5 ans, qu'il a été ministre de l'Intérieur, et que c'est lui qui a aboli la double peine, que sous son mandat, 85 000 peines de prison n'ont pas été effectuées. Quand même, que c'est sous son mandat que Mme Rachida Dati, ministre de la Justice, a voulu que moins de 2 ans de prison, vous ne fassiez aucun jour de prison. Et comme la gauche n'aime pas être en retard, elle a doublé la mise. Bon, donc nous n'avons plus rien à attendre de ces gens-là. Il est urgent de gagner. Soit on gagne, soit c'est foutu. Sur le papier, c'est foutu. Il faut bien qu'à observer, l'état de nos rues, de nos quartiers, de nos secteurs à Marseille. Moi, j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille. Je peux vous dire qu'il y a seulement 30 ans, enfin, je n'ai pas encore un âge canonique. 30 ans, ça peut paraître beaucoup, mais c'est peu. Les quartiers nord de Marseille, je le disais à une journaliste là à midi, quand elle m'a sorti le sempiternel discours, oui, mais Marseille, c'est un port, il y a toujours eu, ça a toujours été une ville d'immigration, d'échange. Ouais, mon œil. J'ai grandi dans ces quartiers, y compris les quartiers nord, il y a 30 ans, c'était pas ça du tout. Quartier populaire, avec des familles d'origine européenne, et puis en 30 ans, ça a été ce que certains osent appeler, mais il paraît que c'est mal de dire ça, un grand remplacement. Enfin, moi, quand je vois un canard, je l'appelle canard. Je ne l'appelle pas autrement que ça. C'est là. Donc vous avez une cité, puis un quartier, puis au fil des années, au fil de ces 30 années, puis un arrondissement, puis 2, puis 3. Ça part des quartiers nord, puis ça gagne le centre-ville de Marseille. Pour ceux qui connaissent Marseille, la Canebière, c'était pas ça il y a 20 ans. Mais on vous dira, oh non, mais ça a toujours été comme ça, c'est une ville, c'est un port. On a l'air de nous prendre pour des cons, ils sont forts. Mais maintenant, c'est plus la Canebière, seulement la Canebière. Ça va jusqu'à Castellane, les quartiers Est. Pour ça aussi que le bourgeois, maintenant, il vote un peu pour nous, même beaucoup. Tant que c'était dans les quartiers nord, c'est pas grave. Tant que c'est chez les autres, le vivre ensemble. Et puis quand ça se passe au niveau d'une ville, et puis d'une région, je vous invite à aller à Tarascon. C'est hallucinant à Tarascon. À La Ciotat, à Aubagne. Le phénomène ne peut être qualifié que de grand remplacement, à moins d'avoir des fourchettes dans les yeux. C'est possible, hein? C'est tout à fait possible. Après, on est libre de dire c'est bien, c'est pas bien. C'est bien, c'est exotique, c'est une autre culture. Le constat, il est celui-là. Moi, j'avoue que j'apprécie modérément cette belle euphémisme. Mais la réalité, elle est là. Et se développe immanquablement un communautarisme. C'est la burqa, c'est les mosquées. Gaudin a donné un terrain de 1100 mètres carrés à la communauté musulmane du 14e arrondissement pour qu'ils puissent y construire leur mosquée. Parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour les deux. Pour le bâtiment et pour le terrain. Donc il a donné le terrain. Voilà. Donc si vous avez un souci, si vous habitez Marseille, si vous voulez construire à Marseille, si vous avez de l'argent que pour la maison, vous allez voir Gaudin, il donne le terrain. C'est cadeau. C'est le cadeau de Gaudin. J'ai peur que pour vous, ça ne marche pas. J'avais dit que je concluais. Non, vraiment. Moi, j'ai pas fait beaucoup d'études. Les seules études que j'ai pu faire, j'ai Bac plus 25 dans l'université 13-14 à Marseille, oui, avec les amphithéâtres 13e et l'amphithéâtre 14e. Il n'y a pas de lecture, là, c'est que des travaux pratiques. Vous êtes au cœur de la réalité. Et donc là, par contre, il n'y en a pas beaucoup au Sénat qui peuvent rivaliser avec moi et avec vous qui vivez au quotidien cette réalité. Donc à nous, on ne nous la fait pas à l'envers. Voilà, on sait comment c'était il n'y a pas si longtemps, comment on vivait à l'époque, on sait comment c'est aujourd'hui, et on sait si c'est une chance ou si c'est un fléau. Ah, bon, alors, ce phénomène qui se développe, et c'est exponentiel, hein, ça va de plus en plus vite, de plus en plus fort, eh bien, dans 10 ans, c'est fini, quoi. 10-15 ans, c'est terminé. Il faudra faire preuve de timitude, peut-être. Dans certains quartiers, c'est le cas.
les femmes, leur conseillent de ne pas porter de jupe. Et elles n'en portent pas. J'avais vu ça sur TF1 il y a quelques années. Une jeune fille qui témoignait en disant, une jeune femme blonde qui disait « Moi, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir de grand frère. Au moins, il m'aurait protégé. » Et un individu de la cité, ah ouais, dans sa voiture, ah ouais, non mais si elle porte le voile, respect. Si elle porte le voile, respect. Donc s'il n'y a pas de voile, pas de respect. TF1, hein, il y a quelques années. La situation est donc extrêmement grave, puisque nous n'avons pas de pays de rechange. Voyez-vous, nous avons celui-là, et basta. Nos compatriotes pieds noirs et harkis, qui ont dû quitter leur terre, ils ont quand même pu, à un moment donné, dans des conditions extrêmement difficiles, j'allais dire, battre en retraite et trouver une terre. Nous, c'est la seule. C'est la dernière. Alors, il va falloir se battre pour la conserver. Parce que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est une bataille qu'il nous faut mener désormais pour nos libertés individuelles et pour notre identité, pour pouvoir préserver nos racines et notre culture. Il va donc falloir se battre. Pour l'instant, je crois encore en l'arme démocratique. J'ai peut-être cette naïveté, mais bon, je suis un républicain. Personne ne rit, ça va. Nous avons encore cette opportunité que de voter. Ça risque de ne pas durer. Je vous renvoie, et là je vais vraiment conclure, à ce qu'a dit M. Valls, à savoir, et d'autres, des pseudo-intellos à deux balles, mais quand même, qui ont pignon sur rue, en tout cas qui ont les micros hein, sous la bouche, et puis les caméras. Nous ne laisserons pas gagner Marine Le Pen en 2017. Nous ne laisserons pas gagner Marine Le Pen en 2017. C'est clair, ça. Il va falloir se serrer les coudes, et ça risque d'être rock'n'roll en 2017. Mais c'est ou ça, ou c'est fini. Et pour qu'en 2017, nous puissions remporter, et être en position, en tout cas, de remporter la victoire, il nous faut remporter ces élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Christian, si tu m'entends. Mobilisation générale. Pas d'état d'âme, pas de larmes sur le départ des uns, la présence ou pas des autres, sur la liste. La liste, moi je ne souhaite à personne de composer une liste. Je l'ai composée pas seul, j'ai pris bien sûr conseil auprès de certains, mais vous ne faites quasiment que des mécontents. Ceux qui sont sur la liste estiment que de toute façon, c'est évident qu'ils y soient. Et ceux qui n'y sont pas, eh bien, vous maudissent pour 3 générations. Donc je souhaite à personne de devoir composer une liste un jour. Mais bon, elle est faite, elle est déposée, elle est enregistrée. Il faut désormais la porter, faire enfler la vague pour cette élection régionale, gagner ici, gagner dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Mesdames et messieurs, c'est un grand pas fait pour gagner en 2017. Je vous remercie.